Il n'y a pas de douleur plus grande que l'ingratitude d'un enfant. Être blessé, humilié et oublié par celui que vous avez mis au monde. Et tout cela dans votre propre maison. Bonjour, mes chers amis, je suis Odette Moreau, Etians, vous parlant depuis ma chaise à bascule à Dax, Landes, Nouvelle-Aquitaine. Le ventilateur de plafond tourne lentement dans cette chaleur étouffante, mais grâce à Dieu, j'ai maintenant même la climatisation dans ma petite chambre. Je peux à peine croire que je puisse dire cela après tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée enfouie pendant presque 2 ans. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de nouveaux départs. Avant de commencer ce voyage difficile, je vous demande de partager quelque chose sur vous dans les commentaires. D'où vous venez, combien d'enfants ou de petits-enfants vous avez, ou ceux qui vous donnent de la force. Cela aide cette vieille dame à continuer de partager ses récits. J'espère, avertis ceux qui vivent des expériences similaires. La vie est dure, mais ensemble, nous devenons plus forts, n'est-ce pas? Je suis né en 1945 dans une petite maison à la périphérie de Dax. Mon père était ouvrier agricole, un homme simple, mais avec un bon cœur. Ma mère faisait des lessives et m'a appris à coudre dès mon plus jeune âge. Odette, disait-elle, avec une aiguille et du fil dans la main. Et elle avait raison. C'est avec ses mains cailleuses de tant de couture que j'ai élevé mes 3 enfants, après le décès de mon Henri. Mais prenons les choses étape par étape. Je veux que vous compreniez comment je suis arrivée ici. J'ai commencé comme assistante dans un petit atelier de couture. Puis, j'ai commencé à coudre chez moi. Au début, c'était juste des ourlets de pantalon, des fermetures éclairs cassées, des choses simples. Avec le temps, je devenais connue en ville pour mes vêtements sur mesure, en particulier les robes de mariée. Je pense que j'ai habillé la moitié des mariés de Dax, et des environs pendant plus de 40 ans. J'ai rencontré mon Henri à 19 ans. Lors d'un pique-nique pour la fête nationale du 14 juillet, il jouait du violon comme personne, ses doigts agiles courant sur l'instrument, jouant des airs qui faisaient danser tout le monde. Un regard par-dessus son violon, un petit demi-sourire, et c'était tout. J'étais conquise. Nous nous marions 6 mois plus tard. Une cérémonie simple à l'église Saint-Paul. Henri travaillait dans un atelier de menuiserie, fabriquant de beaux meubles, aussi soigneusement conçus. Qu'emes Coutures, nous combinions nos talents. Et, avec beaucoup d'efforts, achetions notre premier petit terrain. C'est là que nous construisions la maison, où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Une maison simple, mais aussi solide que notre amour, brique par brique, avec de l'argent soigneusement compté, mais chaque sou économisé avec joie. En 1966, René naissait, notre premier enfant. 2 ans plus tard venait Marie, Marcel Fille, et, en 1973, quand nous pensions que notre famille était complète, arrivait notre Benjamin. Julien, élever 3 enfants n'était pas une mince affaire, mais entre la menuiserie d'Henri et ma couture, nous ne les laissions jamais manquer de l'essentiel. L'éducation, de la nourriture sur la table, et beaucoup d'amour. Le temps passait, les enfants grandissaient, René devenait comptable, trouvait un emploi dans une grande entreprise à Bordeaux. Marie se mariait jeune, déménageait à Toulouse avec son mari militaire, Julien. Julien était toujours le compliqué. Il abandonnait l'école tôt, passait d'un emploi à l'autre, ne se fixant jamais sur rien. Mais il avait une manière affectueuse, nous appelait papa et maman, et nous fermions les yeux sur ses difficultés. En 2018, mon Henri commençait à se plaindre de douleurs thoraciques. Au début, nous pensions que c'était juste de la fatigue. Il avait déjà 73 ans. Après tout, mais c'était plus grave. Une crise cardiaque massive emportait mon compagnon de presque 6 décennies un dimanche après-midi, alors qu'il faisait une sieste sur la balancelle de la véranda. Quand j'allais l'appeler pour le café, il était déjà parti. C'était rapide, sans souffrance. Comme il disait toujours vouloir partir, sans causer de soucis, j'étais laissé seul dans cette maison pleine de souvenirs. Les enfants me rendaient visite, bien sûr. René apparaissait pendant les vacances avec sa famille. Marie appelait chaque semaine. Julien, qui avait épousé Nathalie Bisset quelques années plus tôt, et vivait là à Dax, passait presque tous les jours. Maman, as-tu besoin de quelque chose? Prends-tu bien tes médicaments? Demandait-il. Dans les premières années de veuvage, je me débrouillais plutôt bien. Je cousais encore un peu, plus pour le plaisir que par nécessité.
J'avais ma petite pension de retraite, qui n'était pas grand-chose, mais me permettait de vivre avec dignité. Je m'occupais de mes plantes, allais à l'église tous les dimanches, participais au groupe des aînés de la paroisse. La vie continuait, avec ce manque constant d'Henri. Mais supportable. C'était quand j'atteignais 78 ans, que les choses commençaient à se compliquer. D'abord, c'était une chute bête dans la cuisine. J'avais glissé sur le sol, que je venais de laver. Résultat, un bras cassé. Puis venaient les douleurs articulaires, qui m'empêchaient de coudre comme avant. Ma vue n'aidait pas non plus, même avec les nouvelles lunettes que René m'avait offertes. Vivre seul devenait de plus en plus difficile. Un jour, j'oubliais la cuisinière à gaz allumé, et manquais de provoquer un accident. Une autre fois, je tombais dans la salle de bain, et restais au sol presque 1 heure avant de pouvoir me lever. Et appeler à l'aide, je commençais à craindre ma propre maison. Les escaliers, la cabine de douche, tous ceux, qui étaient autrefois si familiers, semblaient maintenant pleins de pièges. C'était un dimanche après-midi, après une autre chute, que Julien et Nathalie arrivaient avec une proposition. Qui, à ce moment, semblait être un salut. Maman, disait Julien, pendant que Nathalie m'aidait avec une poche de glace sur mon genou blessé, tu ne peux plus rester seule ici. Et si tu tombais encore, et ne pouvais appeler à l'aide. C'est vrai, Madame Moreau, ajoutait Nathalie, avec ce sourire, que je pensais si sincère. Nous sommes inquiets. Julien ne dort pas bien, toujours à penser. Si vous allez bien, j'étais touché par leur sollicitude. Il était vrai que cela devenait de plus en plus difficile de me débrouiller seul. Et que proposez-vous, mon fils? Demandai-je, imaginant déjà qu'ils avaient une idée. Julien prenait mes mains ridées dans les siennes, me regardait dans les yeux avec cette expression qu'il utilisait enfant, quand il voulait un biscuit avant le dîner. Nous pensions, Nathalie et moi, et si vous veniez vivre avec nous, ou mieux encore, et si nous venions vivre ici avec vous? Cette maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. Nous prendrons soin de vous, et vous n'aurez plus à vous inquiéter de rien. L'idée semblait parfaite. Ma maison était en effet trop grande pour une vieille dame seule. Elle avait 3 chambres, un salon spacieux, une cour avec mes plants, et surtout, je serais près de mon fils cadet, qui avait toujours été le plus attaché à moi. Yene ça espace. Mon fils, je ne veux pas être un fardeau. Vous avez vos propres vies. Petit Pierre a déjà 14 ans. Les adolescents ont besoin de leur espace. Pas question. Mamie, s'exclamait Petit Pierre, qui jusque-là, était distrait avec son téléphone. Ce sera génial de vous avoir ici. Vous pourrez me raconter ces vieilles histoires. Que j'aime. J'étais ému, mon cher petit-fils voulant entendre mes vieilles histoires. Mon fils préoccupé par mon bien-être. Ma belle-fille offrant de s'occuper de moi. Chassemblight, que Dieu ouvrait une porte, quand j'en avais le plus besoin. Mais il y a une petite chose. Maman, continuait Julien, maintenant sur un ton plus sérieux. Nous avons des difficultés financières. Le loyer de notre maison est lourd. Et si nous venons ici, nous devrons faire des rénovations pour tout adapter pour vous. Une rampe à l'entrée, des barres de soutien dans la salle de bain. Ce genre de choses. Je soupçonnais déjà qu'un mais viendrait. Je connaissais mon fils, savais qu'il n'était jamais du genre à aider, sans demander quelque chose en retour. Même ainsi, ceux qui suivaient me surprenaient. L'avocate a dit que la meilleure façon serait de transférer la maison à mon nom, vous savez, pour garantir que vous serez bien pris en charge jusqu'à ce que le Seigneur décide de vous prendre. C'est juste une formalité. En pratique, rien ne change, la maison reste la vôtre. C'est juste que sur le papier, elle est à mon nom. J'avoue que je sentais une oppression dans ma poitrine. Cette maison était le fruit d'une vie de travail. La mienne et celui d'Henri. C'était la seule chose de valeur que j'avais à laisser à mes 3 enfants. Quand je partirais, d'un autre côté, j'avais vraiment besoin d'aide. Et Julien semblait sincère dans son désir de prendre soin de moi. Et tes frères et sœurs, René et Marie, ne seront pas d'accord avec ça, argumentai-je. J'ai déjà parlé avec eux. Maman, j'ai expliqué la situation, que vous avez besoin de soins, que nous allons beaucoup sacrifier pour nous occuper de vous. Ils ont compris, bien sûr. Ils prendront quelques meubles, quelques souvenirs de papa, mais ils ont convenu que la maison devrait être à moi, puisque je suis celui qui va prendre soin de vous. Cela ne ressemblait pas au René et à la Marie que je connaissais, mais Julien était si convaincant, et j'étais si fatigué
si effrayée à l'idée de continuer seule dans cette grande maison. J'ai besoin de réfléchir. Mon fils, c'est une grande décision. Bien sûr. Maman, réfléchis bien, mais ne prends pas trop de temps. D'accord. Notre loyer est dû le mois prochain. Et si nous devons déménager, il faut que ce soit avant. Cette nuit-là, je ne dormais pas correctement. Je continuais à penser à la proposition de Julien, pesant le pour et le contre. D'un côté, j'aurais de la compagnie, de l'aide pour les tâches quotidiennes, quelqu'un pour m'assister si je tombais à nouveau. De l'autre, céder la maison semblait un très grand pas, presque comme abandonner mon indépendance. Le lendemain matin, j'appelais René. Mon fils, Julien t'a-t-il parlé de la maison? Il y avait un silence à l'autre bout de la ligne. Puis la voix prudente de mon fils aîné. Oui. Maman, il a dit que vous aviez besoin d'aide, et qu'il proposait de s'occuper de vous, à condition que la maison lui revienne après. Et tu es d'accord avec ça? Un autre silence. Maman, je vis loin. Marie aussi. Julian et c'est lui qui est là, à proximité. Si tu penses que c'est pour le mieux. Mais tu connais Julien, n'est-ce pas? Il n'a jamais été très responsable. Mais il a dit que vous étiez d'accord. Ce n'est pas tout à fait ça. Maman, nous n'avons ni accepté, ni refusé. Il est juste venu dire qu'il allait le faire, que c'était la seule solution. Il a même dit qu'il avait déjà parlé avec toi, et que tu avais accepté. Bah cela me surprenait. Julien avait déformé la conversation, faisant croire que j'avais déjà décidé, alors qu'en fait, j'étais encore en train de réfléchir. Si tu veux, je peux voir si je peux obtenir un transfert pour être plus près, ou tu pourrais venir vivre avec moi à Bordeaux. Non, mon fils, je sais que ta vie est là, bas, tu as ton travail, ta famille, et je ne veux pas quitter Dax, loin de mes amis, de mon église. Alors, au moins, ne signe rien sans réfléchir soigneusement. Maman, et appelle-moi avant de décider quoi que ce soit. D'accord. La conversation avec René me laissait encore plus confuse. J'appelais Marie, qui disait à peu près la même chose. Elle s'inquiétait pour moi, ne faisait pas trop confiance à Julien. Moi je comprenais que j'avais besoin d'aide, et qu'elle, vivant dans une autre région, ne pouvait pas faire grand-chose. Je passais la semaine à réfléchir, pesant chaque détail. Un dimanche après l'église, je rencontrais Madame Louise Dubois, 78 ans, mon amie de longue date, et présidente du groupe des aînés. Odette, réfléchis bien avant de signer quoi que ce soit, me conseillait-elle. Je connais beaucoup d'histoires de personnes âgées, qui ont transféré leur maison à leurs enfants, et ont ensuite été maltraitées, reléguées dans une arrière-chambre. Traitées comme un fardeau, Julien ne me ferait pas ça. Louise, il a ses défauts, mais c'est mon fils. Yes, ice, qu'il last. Ah mieux, je dis juste, ne donne pas tout d'un coup. Pourquoi ne pas faire un usufruit? Comme Mecha, la maison passe à son nom, mais tu conserves le droit de l'utiliser tant que tu es en vie. La suggestion de Madame Louise semblait sensée. Je parlais à un avocat, une amie de Feumont-Henri, qui confirmait que ce serait la meilleure option. L'usufruit me donnerait de la sécurité, et Julien aurait toujours la garantie que la maison serait à lui à l'avenir. Quand je présentais l'idée à Julien, je m'attendais qu'il soit satisfait du compromis, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Maman, ça complique tout. La banque n'acceptera pas la maison comme garantie, si elle est en usufruit. Et nous avons besoin d'un prêt pour faire les rénovations, acheter l'équipement pour ton confort. Mais, mon fils, l'avocat a dit, les avocats veulent juste compliquer les choses pour facturer plus. Maman, écoute, as-tu confiance en moi ou pas? Je suis ton fils, penses-tu vraiment que je ferai quelque chose de mal à toi? Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine, insistant, argumentant, parfois suppliant, d'autres fois se montrant offensé par ma méfiance. Tu préfères faire confiance à un avocat, que tu connais à peine, plutôt qu'à ton propre fils, demandait-il, avec cette tête de chiot abandonné. La pression était constante. Julien arrivait presque tous les jours, toujours avec un petit cadeau, un gâteau de la boulangerie, que j'aimais, un nouveau châle, des médicaments pour mes douleurs articulaires. Nathalie se joignait au jeu, appelant pour dire à quel point ils étaient impatients de s'occuper de moi. Comment ils transformeraient la maison en un véritable spa pour la meilleure belle-mère du monde. Mes autres enfants appelaient occasionnellement, Heimforcent, que je devais réfléchir, soigneusement, mais sans offrir d'alternative concrète. Au fond, je pensais
qu'ils ressentaient un mélange de soulagement, que quelqu'un était prêt à s'occuper de leur vieille mère, et de culpabilité, de ne pas pouvoir être ceux qui le faisaient, et ainsi, usé par l'insistance quotidienne, par ma propre fragilité, et par la peur d'être seul, je cédais, enfin, un après-midi de mars 2023, avec des mains tremblantes, et un cœur lourd, je signais les papiers, qui transféraient la propriété de ma maison, la maison, que j'avais construite avec mon Henri, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais passé la majeure partie de ma vie, au nom de mon fils cadet. Julian, tonel regretter spas, maman, disait-il, embrassant mon front après le départ du notaire. Tu verras, comme ta vie va s'améliorer. Plus de soucis, plus de travail, juste du bonheur désormais. Je ne savais pas encore que cette signature marquait non le début d'une vieillesse paisible et soutenue, mais le début de la période la plus douloureuse et humiliante de ma vie. Un enfer, qui commençait par des sourires et des promesses, et révélerait bientôt son vrai visage. Le changement commençait le lendemain de la signature des papiers, je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais dans la cuisine, préparant un pain de maïs, une vieille recette de ma mère, que Julien aimait tant quand il était petit. J'entendais le bruit d'une voiture, de nombreuses voix, et quand j'allais voir ce que c'était, je me trouvais face à un camion de déménagement à la porte. Julien, Nathalie, et 3 hommes transportant des meubles à l'intérieur. Maman, nous sommes là. Surprise, criait Julien, quand il me voyait, avec ce large sourire, qu'il utilisait enfant après avoir fait une bêtise. Mais, mon fils, je pensais que vous ne veniez que la semaine prochaine. Je n'ai même pas correctement préparé votre chambre. Pas de problème, nous arrangerons tout nous-mêmes. Le propriétaire de notre ancien appartement a avancé la date limite, tu sais comment c'est, mais ce sera bien. Comme Mecha, tu as déjà de la compagnie. Nathalie passait à côté de moi avec 2 grandes valises, me donnait un rapide baiser sur la joue, et allait directement dans la chambre, qui avait été celle de moi, et d'Henri pendant plus de 50 ans. Cela me dérangeait un peu. J'avais toujours imaginé qu'il resterait dans la chambre, qui était celle de Julien quand il était enfant, ou dans la chambre d'amis. Mais je ne disais rien. Après tout, il venait pour m'aider, n'est-ce pas? Où veux-tu rester, maman? Demandait Julien, quand ils apportaient déjà leur lit double dans ma vieille chambre. Dans ma chambre, bien sûr, répondais-je, confuse. Où d'autres serait-ce? Julien. Et Nathalie échangeait un regard rapide, que je ne comprenais pas à l'époque, mais que je sais maintenant ce qu'il signifiait. C'est juste que notre matelas es gran. Maman. Il ne rentre pas dans la petite chambre. Et petit Pierre a besoin d'une chambre à lui tout seul. Il est à cet âge difficile, tu sais comment c'est. Mais, mon fils, cette chambre du fond est si étouffante, si loin de la salle de bain. Nous arrangerons ça. Maman, nos nettoyerons, peindrons, rendrons ça joli. Tu verras, je n'avais pas le courage de protester davantage. Au fond, c'était ma maison, construite avec ma sueur, et Chalet d'Henri. Mais sur le papier, elle appartenait maintenant à Julien. Et comme on dit, Cheloui, qui a le papier, a le pouvoir. Cet après-midi-là, je voyais mes affaires transférées dans la chambre du fond, un petit espace que nous utilisions pour stocker de vieux objets, et les outils d'Henri. Ils enlevaient les boîtes poussiéreuses, balayaient les toiles d'araignée. Et là, ils déposaient mon lit simple, et une vieille armoire. Il n'y avait pas de grande fenêtre, juste une petite ouverture, qui laissait à peine entrer la lumière. Ce sera bien comme ça, Madame Moreau, disait Nathalie, après avoir placé une vieille lampe sur une table improvisée. Demain, nous mettrons de jolis rideaux. Je déglutissais difficilement, et la remerciais. Que pouvais-je faire d'autre? C'était ça, oh rester seul, risquant de tomber à nouveau, et de n'avoir personne pour m'aider. Les premiers jours, les choses semblaient aller relativement bien, malgré les commodités, qui n'étaient pas ceux à quoi je m'attendais. Julien et Nathalie prenaient les repas avec moi, demandaient si j'avais besoin de quelque chose, allumaient la télévision pour que je regarde des émissions que j'aimais tant. Petit Pierre, mon petit-fils, venait même parfois me parler, demandant des histoires d'autrefois, comme il l'avait promis. C'étaient des moments précieux, que je savourais, comme quelqu'un mangeant un bonbon rare. Eker, mamie, raconte-moi encore comment était Dax, quand il n'y avait pas de télévision, demandait-il, assis au bord de mon lit, les yeux pétillants de curiosité. Edierat Santais, heureuse d'avoir quelqu'un intéressé par mes souvenirs,
de sentir que j'avais encore de la valeur dans cette maison. Mais cette bonne phase ne durait pas longtemps. Très peu. En effet, c'était à la fin de la première semaine que je remarquais le premier changement de traitement. Nous dînions, moi, Julien, Nathalie et petit Pierre, quand je mentionnais que la nourriture était un peu salée à mon goût. Votre tension artérielle n'est déjà pas bonne, Nathalie. J'ai pensé que vous pourriez mettre moins de sel dans la nourriture, suggérai-je, de la manière la plus douce possible. Nathalie me regardait comme si j'avais dit la pire offense du monde. Elle laissait tomber sa fourchette sur l'assiette avec force, faisant un bruit qui me faisait sursauter. Si ce n'est pas assez bon pour vous, vous pouvez faire votre propre nourriture. Madame Moreau, personne ici n'est un domestique. J'étais sans voix. Je n'avais jamais vu ma belle-fille parler ainsi. Julianne, qui intervenait toujours, quand elle était de mauvaise humeur, continuait juste à manger, comme s'il n'avait rien entendu. Je suis désolée, ma chère. Je ne voulais pas offenser. La nourriture est bonne. J'ai juste commenté à cause de ma tension. Eh bien, Mangetz. Et ne vous plaignez pas, me coupait-elle, se levant pour aller chercher plus de jus. Cette nuit-là était la première de nombreux où je pleurais silencieusement dans ma petite chambre du fond, regrettant mon Henry, ma vie indépendante, ma maison, qui ne m'appartenait plus. Les changements s'accumulaient, subtils au début, puis de plus en plus évidents. Les bonjours de Nathalie devenaient des grognements. Les étreintes de Julien disparaissaient. Les repas, que nous avions l'habitude de prendre ensemble à la table de la cuisine, étaient maintenant servis dans ma petite chambre. Quand ils étaient servis, « Maman, tu vas manger dans ta chambre aujourd'hui. Nous avons des visiteurs, et il n'y a pas de place à la table pour tout le monde », disait Julien, apportant une assiette avec des restes du déjeuner, déjà froid, à 15h00 de l'après-midi. Quand j'étais presque évanouie de faim, les visites de Petit Pierre dans ma chambre devenaient aussi rares. Une fois, j'entendais Nathalie lui dire « Ne passe pas trop de temps avec mamie. Fisten, les vieux sont pleins de manies. Elle finira par te remplir la tête de bêtises. » Le ventilateur, qu'il m'avait promis, n'arrivait jamais. Dans la chaleur de Dax, qui peut être impitoyable en été, je transpirais dans la chambre sans fenêtre, priant pour une brise, qui ne venait jamais. « Mon fils, pourrais-tu acheter un ventilateur pour ma chambre? Cette chaleur me tue. Les ventilateurs consomment beaucoup d'électricité. » Maman, la facture d'électricité est déjà trop élevée. Ah! Et ainsi allaient les 2 premiers mois. Chaque petite demande de ma part était accueillie par des soupirs d'impatience, des regards d'ennui, ou simplement ignorés. Je commençais à éviter de demander quoi que ce soit, pour ne pas déranger, pour ne pas être plus un fardeau que je semblais déjà être. Le pire venait, quand je tombais dans la salle de bain, c'était la nuit. Je m'étais levée pour aller aux toilettes, qui étaient loin de ma chambre, de l'autre côté de la maison. Dans l'obscurité, je trébuchais sur le tapis, et tombais, me cognant la hanche durement sur le sol froid. Je criais de douleur, espérant que quelqu'un viendrait m'aider. Personne ne venait. Je criais à nouveau, plus fort, désespéré. Après ce, qui semblait une éternité, j'entendais des pas lourds dans le couloir, et la voix irritée de Julien. « C'est quoi tout ce bruit, maman? Il est 3h00 du matin. Je suis tombé. Mon fils, je ne peux pas me lever. » Il allumait la lumière, me voyait étendu sur le sol de la salle de bain, en chemise de nuit, tremblant de douleur et de honte, rien que des ennuis, marmonnait-il, pensant que je n'entendrais pas, mais j'entendais, et chaque mot était comme un couteau dans mon cœur déjà blessé. Avec des gestes brusques, il m'aidait à me lever, me traînant plus, qu'en me soutenant, il ne demandait pas si j'étais blessé, si j'avais besoin d'un médecin, rien. Il me ramenait juste dans la chambre, et me laissait là, fermant la porte avec force en partant. Je pleurais toute la nuit, de douleur physique, et de douleur dans l'âme. Qu'était-il arrivé à mon fils, Jay Petit Garchon, que je berçais, quand il faisait des cauchemars, que je défendais, quand son père était en colère, que j'avais appris à marcher, à parler, à être une personne. Le lendemain matin, ma hanche était contusionnée et douloureuse. Je pouvais à peine marcher, quand Nathalie apparaissait enfin avec un café noir et un morceau de pain rassis, qui constituait maintenant mon petit déjeuner. Je commentais la chute. J'ai besoin d'aller chez le médecin. Ma chère, j'ai pensé que je me suis gravement blessée à la hanche dans la chute. Elle levait les yeux au ciel, comme elle le faisait de plus en plus souvent, quand je parlais. Madame Moreau, savez-vous combien coûte une consultation médicale de nos jours?
Et Julien devra manquer le travail pour vous y emmener. Prenez un antidouleur. Et c'est tout. Mais ça fait très mal. Je peux à peine marcher. Tous les vieux se plaignent de douleur. C'est normal à votre âge. Je vous apporterai un médicament. Et c'est tout. Le médicament qu'elle apportait n'était qu'un simple paracétamol, qui soulageait à peine l'inconfort. Je passais des jours à me traîner dans la chambre, essayant de ne pas déranger, essayant de ne pas être le fardeau qu'ils avaient clairement décidé que j'étais. C'était pendant cette période que je commençais à remarquer que je n'avais plus accès au reste de la maison. La porte du salon était toujours verrouillée. Quand ils avaient des visiteurs, la cuisine, autrefois mon domaine, où je préparais des friandises, que tout le monde louait, était maintenant un territoire interdit. Vous pourriez faire tomber des choses, casser les nouvelles assiettes, justifiait Nathalie, quand elle me surprenait à essayer de faire un thé. Laissez-moi le faire, et je l'apporterai dans votre chambre. Le thé arrivait rarement. Ma salle de bain était maintenant les toilettes du fond, une cabine sans douche. Pour prendre une douche, je devais attendre que tout le monde soit parti, ou occupé, et puis me traîner jusqu'à la salle de bain principale, toujours avec la peur de tomber à nouveau, et d'être traité comme un nuisance. Les draps de lit, que j'avais l'habitude de changer religieusement chaque semaine, restaient maintenant jusqu'à 2 semaines sans être lavés. Ma petite chambre commençait à sentir le moisi, la vieillesse, l'abandon, l'argent de ma pension de retraite, qui était autrefois à moi seul pour acheter mes médicaments, offrir des cadeaux aux petits-enfants, aider à l'église, allait maintenant directement dans les mains de Julien. C'est pour aider avec les dépenses de la maison. Maman, tu manges, utilise l'électricité, l'eau, le gaz, tu dois contribuer. Je ne voyais jamais un sou de cet argent utilisé pour améliorer ma situation. Au contraire, même les médicaments pour la tension artérielle et l'arthrite, que j'achetais sans problème auparavant, manquaient maintenant fréquemment. L'argent est épuisé. Maman, le mois prochain, nous les achèterons. Moi, qui n'avais jamais manqué de mes médicaments, je passais maintenant des jours avec une tension artérielle à des niveaux dangereux, avec des douleurs qui m'empêchaient de dormir, sans personne vers qui me tourner. Un après-midi, j'étais assise au bord du lit, regardant une vieille photo d'Henri, quand j'entendais des voix élevées dans le salon. C'était dimanche, le jour où René appelait habituellement pour voir comment j'allais. Je m'approchais silencieusement de la porte, qui était entrouverte, et écoutais la conversation. Bien sûr, que maman va bien. René, arrête d'être paranoïaque. Ce n'est pas parce qu'elle ne répond pas au téléphone que quelque chose ne va pas, disait Julien, irrité. Alors, pourquoi n'est-elle jamais disponible? Quand j'appelle, ça fait presque un mois que je n'ai pas pu lui parler, parce qu'elle dort beaucoup. Tu sais comment sont les vieux. Et quand elle ne dort pas, elle est dans la cour, à s'occuper des plantes. Je ne peux pas courir après elle à chaque fois que le téléphone sonne. Mensonge. Pour mensonge, je n'avais plus accès à la cour. Toutes mes plantes mouraient par manque de soins. Et quant au téléphone, il ne m'avait plus jamais laissé répondre. Il disait toujours que c'était un faux numéro, ou un télévendeur, ou que ce n'était pas important. Je veux lui parler maintenant, insistait Julien. René à l'autre bout de la ligne, elle est sortie avec Nathalie. Elles sont allées à l'église. Y t'appellerai quand elles reviendront. Un autre mensonge, j'étais là, à quelques mètres de lui, enfermé dans une chambre sans fenêtre, sans le droit de parler à mon autre fils. Cette nuit-là, je pleurais jusqu'à n'avoir plus de larmes. Je réalisais que j'étais piégé dans un piège, que j'avais moi-même aidé à tendre. J'avais cédé ma maison, mon indépendance, ma dignité, à des gens qui ne méritaient pas ma confiance. J'essayais de parler à Julien le lendemain, quand il apparaissait avec une assiette de nourriture presque immangeable, du riz détrempé, et un morceau de poulet si dur, que mes dents fragiles ne pouvaient pas le mâcher. Mon fils, nous devons parler de la façon dont les choses se passent ici. Passe maintenant, maman, je suis en retard pour le travail. Mais tu viens de rentrer du travail. Mon fils, j'ai un boulot d'appoint le soir. Nous parlerons plus tard. Le « plus tard » venait. Chaque tentative de dialogue de ma part était interrompue, ignorée, reportée à un moment qui ne se matérialisait jamais. Un matin particulièrement froid de juin, je me réveillais dans une maison silencieuse. Il semblait n'y avoir personne. Je risquais de sortir de ma chambre, marchant lentement avec l'aide d'une canne que j'avais trouvée parmi les vieux objets d'Henri. La maison était en effet vide. Sur la table de la cuisine,
je voyais des restes d'un petit déjeuner copieux, du pain frais, un gâteau, des fruits, des choses qui n'atteignaient plus ma chambre. À côté du téléphone, une note écrite dans l'écriture hâtive de Nathalie. Madame Moreau, nous sommes sortis pour régler quelques affaires. Il y a du pain dans le réfrigérateur. Si vous avez faim, ne touchez pas à la cuisinière. Nous serons de retour dans l'après-midi. Ignorant l'ordre, je faisais du café frais, sur la cuisinière, que j'avais utilisé pendant des décennies, sans jamais provoquer d'accident. Je m'asseyais à la table de la cuisine, savourant chaque gorgée de ce café préparé comme je l'aimais. Sentent, pendant un bref moment, que j'étais revenu à ma vie d'avant. C'est alors que je voyais les factures éparpillées au bord de la table, des factures payées, avec les talons encore attachés, poussé par une curiosité que je ne pouvais contenir. Je regardais les montants, ce que je voyais me glaçait. Des achats de courses, payés avec ma carte de pension, des vêtements coûteux pour Nathalie, aussi sur ma carte, et pire encore, un relevé bancaire montrant un prêt à court terme, de grande valeur à mon nom, dont je n'avais aucune idée. Il volait, pas seulement ma dignité, et de mon espace, mais aussi mon argent. Le peu que j'avais pour vivre mes dernières années avec un certain confort, était aspiré par ceux qui avaient promis de s'occuper de moi. À cet instant, assise dans la cuisine de la maison, qui n'était plus la mienne, je comprenais pleinement le piège dans lequel j'étais tombé. Je n'étais plus une mère, une belle-mère, une grand-mère, j'étais juste un moyen d'obtenir de l'argent, un fardeau nécessaire pour justifier la possession de la maison, de la pension, du prêt, et le pire était encore à venir. Bien pire, car quand il découvrait que j'avais touché aux factures, que je savais ce qu'il faisait, le peu de considération qui restait encore, se transformait en quelque chose de bien plus sombre. C'est alors que les violences physiques commençaient. Cet après-midi-là, quand ils rentraient et trouvaient les factures déplacées, la tempête éclatait sur moi. Julien entrait dans ma petite chambre comme un ouragan, le visage rouge de colère, ses yeux, autrefois si doux, débordant maintenant d'une fureur que je n'avais jamais vue en lui. As-tu fouillé dans mes affaires? J'essayais de rester calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. Je n'ai rien fouillé, mon fil. J'ai juste pris un café dans la cuisine. Menteuse. Il frappait violemment la petite table à côté du lit, renversant le cadre avec la photo d'Henri. Le verre se brisait sur le sol. Les factures étaient toutes organisées, et maintenant elles sont en désordre. Tu les as vues, n'est-ce pas? J'hésitais. Je n'avais jamais été doué pour mentir, surtout à mes enfants. Même maintenant, à 80 ans, je ne pouvais pas regarder mon fils dans les yeux et dire un mensonge pur. Oui, Julian, et j'ai aussi vu que vous avez pris un prêt à mon nom sans mon consentement. C'est un crime, tu sais. C'était comme allumer une mèche. Il se jetait sur moi, saisissait mon bras avec une telle force que je sentais immédiatement que cela ferait un bleu. Il me tirait, me soulevant presque du lit. Et que vas-tu faire? Appeler la police, qui va croire une vieille femme sénile, qui ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Ranze, let-moi. Julian, tu me fais mal. Il me relâchait avec une poussée, qui me faisait retomber sur le lit. La douleur dans mon bras était intense, mais la douleur dans mon âme était pire. Comment cet homme furieux pouvait-il être le petit garçon que j'avais bercé tant de nuits? Écoute bien, Mémon. Il pointait son doigt sur mon visage, si près, que je sentais son souffle de cigarette. La maison est à moi maintenant. Ton argent de pension couvre à peine ceux que tu manges, et les médicaments coûteux. Ce prêt est pour payer les dettes que nous avons contractées pour pouvoir nous occuper de toi. Alors reste tranquillement dans ton coin, et sois reconnaissante que tu aies encore un toit au-dessus de ta tête, car il y a plein de maisons de retraite là-dehors, qui seraient ravis de prendre le reste de ta pension pour te laisser allonger dans un lit jusqu'à ce que tu meurs. Il partait, claquant la porte si fort, que le mur tremblait. Je restais là, abasourdi, mon bras palpitant là, où ses doigts avaient serré. C'était la première fois que mon fils levait la main sur moi. Malheureusement, ce ne serait pas la dernière. Cette nuit-là, je ne recevais pas de dîner. Le lendemain matin, le café ne venait pas non plus. J'étais punie, comme une enfant désobéissante. Quand Nathalie apparaissait enfin, près de l'heure du déjeuner, elle apportait seulement un verre d'eau et un pain rassis. Julien a dit que vous avez besoin de discipline. Les vieux sont comme des enfants, ils doivent apprendre à ne pas fouiller là où ils ne devraient pas. J'avalais ce pain avec difficulté,
des larmes coulant silencieusement sur mon visage ridé. Nathalie observait sans la moindre empathie, comme quelqu'un regardant un insecte ennuyeux, mais pas suffisamment menaçant pour être écrasé immédiatement. Les semaines suivantes étaient une détérioration constante. Le bras blessé guérissait, mais bientôt venaient d'autres blessures. Une poussée, quand je me mettais en travers du ménage, une gifle sur la main. Quand j'essayais de prendre un biscuit dans la cuisine sans permission, un tirage de cheveux. Quand je prenais trop de temps dans la salle de bain, de petits actes de violence, qui s'accumulaient, devenant normalisés, jamais assez grands pour laisser des marques très visibles. Mois constants, quotidians, implacables. Mon corps de 80 ans, déjà fragile par le temps, collectionnait maintenant des bleus, comme quelqu'un collectionnant des timbres, des bleus violets, votes, jaunes à différents stades de guérison, des marques de doigts sur les bras, des marques d'ongles dans le dos, des marques de tirage sur le cuir chevelu, qui avaient arraché des touffes de mes cheveux gris. À quoi sert-ce? Juste à gaspiller des médicaments, entendais-je Nathalie dire à Julien, sans même se soucier, que je pourrais entendre. Ma mère est morte à 70 ans, rapidement, sans causer de problème à personne. La tienne semble qu'elle va durer éternellement, juste pour nous tourmenter. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur déjà si blessé. Chaque insulte diminuait un peu plus mon humanité, me transformant de plus en plus en ce qu'il voulait que je sois, un objet, un fardeau, un nuisance à tolérer jusqu'à que la mort me prenne enfin. À la fin de 2023, environ 9 mois après, que j'avais cédé la maison à Julien, ma situation atteignait un nouveau niveau de dégradation. L'hiver, même doux à Dax, apportait des nuits froides, pour lesquelles je n'étais pas préparé. Ma couverture fine, pleine de trous, parvenait à peine à me réchauffer. Jay Freud, Manfels, me plaignais-je une de ces nuits. Pourrais-tu me donner une autre couverture? Freud, c'est que toi, c'est de la maniaquerie. Il y a des gens qui dorment dans la rue avec moins de vêtements que toi. Et ainsi, je passais les nuits à frissonner, mes os douloureux avec le froid, qui semblait pénétrer jusqu'à la moelle. Je contractais une pneumonie, qui, comme la grippe précédente, n'était pas correctement traitée. Juste des médicaments génériques pour la fièvre, des tisanes de douteuse efficacité, et l'espoir le leur, pas le mien que la maladie résoudrait le problème une fois pour toutes. Encore une fois, à leur déception, je survivais, mais avec chaque jour qui passait, je devenais plus faible, plus abattu, plus proche de devenir ce qu'ils disaient que j'étais, un légume, un corps sans utilité, occupant de l'espace, consommant des ressources, causant des ennuis. C'est alors que j'entendais, pour la première fois, le plan qui scellerait mon sort, ou du moins, qu'ils pensient. C'était une nuit de janvier 2024, presque un an après que j'avais signé les papiers de la maison. J'étais allongé dans ma petite chambre sombre, faisant semblant de dormir, comme je le faisais chaque nuit, pour éviter plus d'humiliation. Mon estomac grondait. Le dîner avait été juste une tasse de gruau liquide, qui ressemblait plus à de l'eau sale. Les moustiques bourdonnaient autour de moi, attirés par l'humidité, qui s'accumulait dans les coins de la chambre après les pluies d'été. J'entendais des pas dans le couloir, les voix de Julien et de Nathalie, plus basses que la normale, comme s'ils ne voulaient pas être entendus. Ils s'arrêtaient près de ma porte. Et si nous la placions pour de bon, murmurait Nathalie. Il y a cet endroit à Mont-de-Marsan, à 40 km d'ici. On dit qu'ils acceptent les personnes âgées pour un tarif mensuel raisonnable. Quel endroit? Demandait Julien. Et je notais de l'intérêt dans sa voix. Une maison de retraite privée. Une collègue au salon m'en a parlé. Elle y a laissé sa mère. A dit que c'est assez isolé. Personne n'inspecte vraiment. Les vieux sont sédatés la plupart du temps, pour ne pas causer de problèmes. Bien, mon Keosiglasite. Je savais de quel endroit il parlait, même sans y être jamais allé. Le dépotoir des vieux. Test Heinze, qu'on l'appelait, une grande maison, isolée sur une route de terre, où les familles abandonnaient leurs aînés non désirés. Des rumeurs circulaient sur les conditions inhumaines, sur des personnes âgées attachées au lit, sur des corps qui disparaissaient au milieu de la nuit. Je n'avais jamais complètement cru ces histoires, jusqu'à cet instant. Et combien ça coûtait? Demandait Julien, calculant déjà les montants dans sa tête. Moins que de la garder ici. Et le meilleur, ils acceptent de recevoir directement de la pension. Nous n'avons même pas besoin de servir d'intermédiaire. On la laisse là, on signe quelques papiers, et son argent va directement à eux chaque mois.
Et si elle s'est plainte, si elle raconte à quelqu'un ce que nous avons fait ici. Nathalie donnait un rire bas, un son qui me glaçait jusqu'à l'âme. Qui va croire une vieille femme confuse? Il suffit de dire qu'elle invente des choses, que l'âge a affecté sa tête. De plus, on dit qu'il garde les vieux bien drogués là, bas. Elle ne saura même pas vraiment où elle est. So. Julien restait silencieux quelques instants. Je respirais à peine. Pregnant. Qu'ils remarquent que j'étais éveillé. Écoutant tout. Réfléchissons à ça, disait-il enfin. La situation ne peut pas continuer ainsi de toute façon. Elle cause trop de problèmes, ne s'améliore pas, et nous ne pouvons même pas profiter correctement de la maison avec elle occupant de l'espace. Sans parler des dépenses, ajoutait Nathalie. Son argent de pension couvre à peine les coûts. Et ce prêt, que nous avons pris à son nom, s'épuise aussi. Ouais. Il faut résoudre ça rapidement. J'entendais les pas s'éloigner dans le couloir. La porte du salon se fermait, je restais paralysé dans le lit. Des larmes silencieuses coulant sur mon visage ridé. Voilà donc le prochain pas de leur plan. Ce n'était pas assez d'avoir volé ma maison, ma dignité, ma santé. Maintenant ils voulaient me jeter dans un endroit où je serais oublié jusqu'à ma mort, où personne ne connaîtrait mon nom, où personne ne se soucierait si je souffrais ou non. Cette nuit-là, je ne dormais pas une seule minute. Mon esprit tournait, essayant de trouver une issue, une solution, n'importe quoi, qui me sauverait de ce sort terrible. Je pensais à m'enfuir, mais où? Je n'avais pas d'argent, pouvais à peine marcher, et dans l'état où j'étais, je ne tiendrais probablement pas une semaine dans la rue. Je pensais à appeler René, ou Marie, mais le téléphone était étroitement surveillé, et depuis des mois, il ne m'avait pas laissé parler à mes autres enfants. Dans les jours qui suivaient, je remarquais un changement subtil dans le comportement de Julien et de Nathalie. Ils étaient plus silencieux, échangeant des regards significatifs. Quand elles pensaient que je ne regardais pas, parfois je les surprenais à mesurer mes vêtements des yeux, comme s'ils calculaient ce que je pourrais emporter, ce qui resterait. Un après-midi, j'entendais Julien au téléphone, parlant à voix basse. Oui, c'est ma mère. Et Hans. Non, elle ne peut pas se déplacer seule. Des problèmes de mémoire, parfois elle est confuse. Chaque mensonge me coupait comme un couteau. Je pouvais avoir des difficultés à marcher, mais mon esprit était parfaitement lucide. Assez lucide pour comprendre le danger dans lequel j'étais. Une autre fois, je voyais Nathalie fouiller dans mon certificat de naissance, mes documents d'identité, tous ceux qui seraient nécessaires pour m'admettre dans cet endroit terrible. Elle gardait tout dans un dossier jaune, qu'elle cachait au-dessus de l'armoire de la cuisine, hors de ma portée. Même si je pouvais sortir de la chambre, la tension grandissait chaque jour. Je commençais à remarquer d'autres signes inquiétants. Julien passant des appels suspects, Nathalie achetant de grands sacs, comme si elle préparait à emballer mes affaires. Une fois, j'entendais clairement, quand il fixait une date, « Le vendredi est mieux », disait Nathalie. Comme ça, nous pouvons la laisser là, bas, et profiter du week-end sans souci. Et si elle fait des histoires, si elle écrit, fait une scène, nous lui donnerons un sédatif dans son café avant de partir, elle sera tellement groggy, qu'elle ne remarquera même pas où elle va. Ces mots me remplissaient d'une terreur glacée. Il prévoyait non seulement de m'abandonner dans un endroit horrible, mais de me droguer pour cela, enlevant même ma capacité de protester. C'était trop cruel, trop inhumain. C'est alors que les choses atteignaient un autre niveau, encore plus effrayant. Nuit. Je me réveillais en sursaut d'un cauchemar. J'avais soif, ma gorge sèche comme du papier de verre. La bouteille d'eau à côté du lit était vide. Nathalie oubliait souvent de la remplir avant de m'enfermer pour la nuit. Je frappais à la porte, appelant doucement, espérant que quelqu'un m'entende. Après quelques minutes, la porte s'ouvrait. C'était Julien, les yeux rouges, l'haleine de whisky. Il avait clairement beaucoup bu. Qu'est-ce que c'est maintenant, vieille femme, grognait-il, titubant un peu. Je voulais juste de l'eau. Manfils, demandai-je, essayant de sembler aussi humble que possible. Il me fixait pendant un long moment, ses yeux embués par la boisson, son expression de plus en plus en colère. De l'eau, toujours à demander quelque chose. Yamai satisfied. Je suis désolé. Mon fil, si c'est trop difficile, oublie. Difficile, difficile. Sa voix montait soudainement, me faisant sursauter. Tu ne sais pas ce que c'est. Difficile, c'est devoir s'occuper d'une vieille femme inutile, qui ne fait que causer des ennuis.
Difficile, c'est dépenser ce que je n'ai pas, en médicaments, et en nourriture pour quelqu'un qui aurait dû mourir il y a longtemps. Aider. Je reculais sur le lit, effrayé par l'explosion. Je n'avais jamais vu Julien si hors de contrôle, si plein de haine, si je n'avais pas peur de la prison. Continua-t-il, s'approchant dangereusement, son doigt pointé sur mon visage. J'aurais résolu ça autrement. Un oreiller, sur le visage pendant que tu dors. Et c'est fini. Problème résolu. J'étais paralysé d'horreur. Mon propre fils, sang de mon sang, parlant de me tuer. Comme on parlerait d'écraser un cafard. Comment en était-on arrivé là? Qu'était-il arrivé à ce petit garçon que j'avais bercé dans mes bras, que j'avais protégé des réprimandes de son père, que j'avais appris à marcher, à parler, à être une personne? Ne me regarde pas avec cet air effrayé. Grognait-il. Tu penses que nous ne remarquons pas, que tu fais juste semblant de ne pas comprendre les choses, que tu es plus intelligent, que tu ne le parais. Eh bien, sachez que ça va bientôt se terminer. Vendredi, tu vas dans un endroit où tu seras traité exactement comme tu le mérites. Il partait, claquant la porte, me laissant dans l'obscurité, tremblante, pas seulement de soif, mais de pure terreur. Ce n'était plus juste de la négligence, ou des mauvais traitements. C'était une menace claire contre ma vie. Le lendemain, quand Nathalie venait apporter le petit déjeuner, un pain rassis, et un café froid, je remarquais quelque chose de différent dans son comportement. Elle était presque joyeuse. Elle fredonnait doucement, tout en rangeant mécaniquement la chambre, ouvrant les rideaux pour laisser entrer un peu de soleil. Quelque chose qu'elle faisait rarement. Avez-vous bien dormi? Demandait-elle, avec une sollicitude feinte, qui m'effrayait plus que son hostilité habituelle. Oui, répondais-je prudemment, méfiante de ce changement soudain. Bien, il faut que vous soyez reposé. Nous avons une surprise pour vendredi. Mon sang se glaçait. La surprise ne pouvait être que la maison de retraite clandestine. Ils allaient vraiment de l'avant avec le plan. Quelle surprise? Demandai-je, essayant de sembler désinvolte, comme si je ne savais rien. Oh, je ne peux pas le dire, mais vous allez aimer. C'est un nouvel endroit, différent, avec des gens qui prendront très bien soin de vous. Chaque mot était dit avec un sourire si faux, si forcé, qu'il ressemblait à un masque grotesque sur son visage. Ses yeux, cependant, restaient un froid, calculateur. Nathalie, risquai-je, ma voix tremblant un peu, je ne veux pas aller dans une maison de retraite, je veux rester ici, dans ma maison. Son sourire disparaissait instantanément, remplacé par une expression d'irritation et de surprise. Qui a parlé d'une maison de retraite? Avez-vous écouté aux portes? Non, je viens juste. Elle saisissait mon bras avec force, ses ongles longs s'enfonçant dans ma peau fine comme du papier. Écoutez bien, vieille femme, ne compliquez pas les choses, tout est déjà arrangé. Vendredi, vous allez là où vous auriez dû aller il y a longtemps, un endroit où vous ne dérangerez plus personne. Elle relâchait mon bras avec une poussée, qui me faisait presque tomber du lit, et sortait de la chambre, claquant la porte. J'entendais la clé tourner dans la serrure. J'étais à nouveau enfermé. Les jours suivants étaient un cauchemar d'anxiété et de peur. Chaque bruit, chaque conversation étouffée de l'autre côté de la porte me faisait sursauter. J'essayais de manger le moins possible de ceux qu'il m'apportait. Pregnant, qu'il me drogue déjà pour faciliter le transport. Je dormais par petites siestes, toujours en alerte, toujours attendant le pire. Le jeudi arrivait, la veille du jour fatidique. Cette nuit-là, j'entendais un mouvement inhabituel dans la maison. Des valises traînaient, des voix agitées. Était-il en train d'emballer mes affaires pour m'emmener? Oh père, préparait-il pour l'autre manière, que Julien mentionnait dans son explosion de colère? C'est alors que j'entendais quelque chose, qui me donnait un fil d'espoir. Une voix différente, féminine, pas celle de Nathalie. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais il y avait un ton de préoccupation, de questionnement, puis la voix de Julien, défensive, nerveuse. Tout va bien. Elle ne sort pas dans la rue, parce qu'elle préfère rester dans la chambre. Ça semble étrange, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, même à la fenêtre. Occupe-toi de tes affaires. La porte d'entrée claquait, le silence. Puis les pas lourds de Julien dans le couloir. Atteignant ma porte, il l'ouvrait violemment. As-tu fait des signes aux voisins? Demandé de l'aide par la fenêtre. Non. Mon fils, répondais-je, véritablement confuse. La fenêtre s'ouvre à peine, et je ne peux même pas l'atteindre sans aide.
Il me regardait avec suspicion, ses yeux plissés, cherchant des signes de mensonge sur mon visage. Madame Louise est venue ici, toute préoccupée, disant qu'elle ne t'a pas vu depuis des semaines, qu'elle trouve étrange que tu ne t'occupes plus de tes plantes. Comment le saurait-elle, si tu n'avais rien dit? Je n'ai rien dit. Julian, je le jure devant Dieu, je n'ai eu de contact avec personne depuis des mois. Il continuait à me fixer, sa mâchoire tendue, ses poings serrés, pendant un moment terrible. Je pensais qu'il allait me frapper là, mais ensuite quelque chose semblait changer dans son expression. Un calcul, une décision, peu importe. Demain, ce ne sera plus un problème. Demain, tu vas dans un endroit où les voisins curieux ne poseront pas de questions. Il partait, verrouillant à nouveau la porte. J'étais laissé seul dans l'obscurité, mon cœur battant vite. Voilà donc, demain serait le jour. J'essayais de prier, mais les mots ne venaient pas. Comment demander à Dieu de me sauver, quand mon propre fils planifiait ma fin? À un moment dans la nuit, épuisé par la peur et l'anxiété, je m'endormais. Je rêvais de mon Henri, jeune comme lorsque nous nous étions rencontrés, me tendant la main, m'appelant à danser. Était-ce un signe que ma fin était proche, que nous serions bientôt réunis dans l'au-delà? Je me réveillais, sursautant au son de voix altérées, de nombreuses voix, pas seulement celle de Julien et de Nathalie, mais d'autres, inconnues. Il y avait un ton d'autorité dans certaines, qui me faisait retenir mon souffle. Ordonnance du tribunal, signalement de maltraitance. Nous devons voir la personne âgée immédiatement. Je ne pouvais croire ce que j'entendais. Était-ce possible? Quelqu'un était-il venu me secourir? La clé tournait dans la serrure. La porte s'ouvrait, mais ce n'était pas Julien, ni Nathalie. C'était une femme d'âge moyen, les cheveux attachés en un chignon sévère, les yeux doux mais déterminés. Derrière elle, un homme en uniforme, un officier de police. Réalisai-je par l'insigne. Madame Moreau, appelait la femme, s'approchant du lit avec précaution. Je m'appelle Dr. Carmen, des services de protection des adultes. Nous sommes venus voir comment vous allez. Les larmes venaient instantanément. Incontrolables. Je ne pouvais pas parler, juste pleurer. Des années de douleur et d'humiliation, trouvant enfin un exutoire. La femme s'approchait, s'asseyait au bord du lit. Quand elle voyait les bleus sur mes bras, l'état de la chambre, mon état général de malnutrition et d'abandon, son expression changeait en quelque chose entre l'horreur et une fureur contrôlée. Nous allons vous sortir d'ici immédiatement, disait-elle, tenant ma main doucement. Personne ne vous fera plus de mal. Yamois. Hati. Et ainsi, dans un moment, qui semblait tiré d'un beau rêve après un long cauchemar, je voyais mon bourreau menotter dans le salon. Julian, mon fils, les garçons, que j'avais autrefois bercé dans mes bras, était maintenant emmené par la police, croyant que tout était un mensonge, que j'étais sénile, que j'étais confuse. Nathalie pleurait, suppliant, disant qu'il m'avait toujours bien traité, que les marques venaient de chute, que j'inventais des histoires. Mais les preuves étaient là, visibles dans mon corps émacié, dans la chambre sale, dans les médicaments contrôlés qu'il trouvait dans la cuisine, les sédatifs qu'il prévoyait de me donner avant de m'emmener dans la maison de retraite clandestine. Pendant qu'une équipe médicale m'examinait, j'entendais toute l'histoire. Madame Louise Dubois, ma voisine de décennies, avait remarqué mon absence prolongée. Au début, elle croyait l'histoire, que je préférais rester dans la chambre, que je devenais sénile. Mais sa suspicion grandissait, quand elle remarquait que mes plantes, dont je m'occupais avec tant d'affection, étaient toutes mortes par manque d'eau. Odette peut être vieille, peut être malade, mais elle n'aurait jamais laissé ses plantes mourir comme ça, disait-elle à sa fille. L'après-midi précédent, elle était venue sous prétexte d'emprunter du sucre, espérant me voir. Quand Julien la renvoyait grossièrement à la porte, sa certitude augmentait, faisant le tour de la maison, essayant de regarder par les fenêtres. Elle entendait un gémissement faible, venant de la chambre du fond, Aidez-moi, une voix qu'elle reconnaissait comme la mienne, bien que beaucoup plus faible et fatiguée qu'elle ne se souvenait. C'était assez. Elle courait chez elle et appelait sa fille, qui travaillait à la mairie. La fille activait les services de protection des adultes, qui faisaient une visite surprise avec le soutien de la police, le lendemain matin. Ils arrivaient juste à temps. Dans le salon, ils trouvaient le dossier jaune avec mes documents, une carte avec l'emplacement de la maison de retraite, et même un reçu pour des sédatifs achetés à la pharmacie, tout prêt pour le voyage, qui devait avoir lieu ce même jour.
Alors qu'il se préparait à m'emmener à l'hôpital, je regardais une dernière fois ce qui avait été ma maison, construite avec tant d'amour aux côtés d'Henri. Les murs, qui avaient été témoins de tant de moments heureux, contenaient maintenant seulement des souvenirs de douleur et de trahison. Mais même ainsi, je ressentais une pointe de tristesse de la quitter, pas pour la maison elle-même, mais pour ceux qu'elle représentait autrefois. Un foyer, une famille, de l'amour. À l'hôpital de Dax, les médecins étaient horrifiés par mon état. Malnutrition sévère, déshydratation, multiples bleus à différents stades de guérison, escarres sur le dos, à force de rester allongé sur le même matelas sale, un ongle incarné infecté, qui n'avait jamais été traité, des dents en mauvais état par manque d'hygiène. Comment quelqu'un peut-il faire ça à sa propre mère? Entendais-je un jeune médecin murmurer à l'infirmière. Pensant que je n'entendrais pas. Comment? En effet, c'était la question qui me tourmentait jour et nuit. Comment mon fils, sang de mon sang, s'était-il transformé en ce monstre, capable d'une telle cruauté? Ou avais-je échoué dans son éducation? Qu'aurais-je pu faire différemment? Peut-être que je ne trouverai jamais de réponse à ces questions. Peut-être que certaines âmes naissent avec cette graine de mal, qui germe lentement au fil des années. Peu importe combien d'amour elles reçoivent. Ce que je sais, c'est que, ce jour de janvier 2024, quand je pensais que j'allais être jeté comme un vieux déchet, la vie m'offrait une seconde chance, une chance que beaucoup de personnes âgées dans des situations similaires ne reçoivent jamais, alors que l'ambulance m'emmenait à l'hôpital. Regardant le ciel bleu pour la première fois depuis des mois, je faisais une promesse silencieuse. Si je survivais, j'utiliserais le reste de mes jours pour raconter mon histoire, pour alerter d'autres personnes âgées sur les dangers qui peuvent venir demain, qui devraient protéger, pour être une voix pour ceux qui, comme moi, étaient réduits au silence par la peur et la honte. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, déjà physiquement rétabli, bien que les cicatrices émotionnelles ne guérissent peu, être jamais complètement, je commençais à partager mon histoire, pas seulement la mienne, mais celle de tant d'autres personnes âgées, qui font face à l'abandon, au mépris, à la violence, souvent au sein de leur propre famille, au sein des mains de ceux qui ont juré un amour éternel. Parce que l'enfer, mes chers, n'est pas un lieu après la mort. L'enfer peut être une petite chambre sombre au fond de la maison, qui était autrefois la vôtre, avec une porte verrouillée de l'extérieur, et un fils de l'autre côté, planifiant de se débarrasser de vous. J'étais hospitalisé à l'hôpital de Dax pendant presque 3 semaines. Mon corps, fragile comme du papier de soie, avait besoin de bien plus que de médicaments et de perfusions. Il avait besoin de récupérer l'humanité, qui m'avait été arrachée pendant cette terrible année. Les premiers jours étaient les plus durs. Chaque fois que quelqu'un en blouse blanche entrait dans la chambre, je me recroquevillais dans le lit, m'attendant à des cris, des poussées, des insultes. Le son de la porte s'ouvrant me faisait trembler. Il faudra du temps pour qu'elle se sente à nouveau en sécurité, entendais-je une psychologue expliquer à l'équipe médicale. Le traumatisme n'était pas seulement physique, peu à peu, comme une petite plante desséchée, qui reçoit enfin de l'eau. Je commençais à revivre. Je me souviens du premier bain complet, donné par des infirmières aux mains douces, qui lavaient mes cheveux avec un shampoing parfumé, coupaient mes ongles, appliquaient de la crème sur ma peau sèche. Je pleurais comme une enfant, quand je me regardais dans le miroir après, combien de temps, depuis que je ne m'étais pas vue, cette dame trop maigre, avec un regard effrayé, semblait une étrangère. Madame Moreau, vous avez une visite, annonçait l'infirmière un après-midi chaud de février. Mon cœur s'accélérait de peur. Pouvait-ce être Julien? Avait-il réussi à sortir de prison? Venait-il pour finir ce qu'il avait commencé? Moistel, qui entrait dans la chambre, était une femme noire au visage gentil, les cheveux gris bien arrangés en chignon, une robe fleurie impeccablement repassée. Madame Louise Dubois, ma voisine de décennie, celle qui avait remarqué mon absence, qui avait entendu mon faible appel à l'aide, qui avait sauvé ma vie. Odette, s'exclamait-elle, les yeux embués, en me voyant dans ce lit d'hôpital. Grâce à Dieu, vous allez bien. Elle tendait ses mains ridées pour tenir les miennes. Et dans ce simple contact, je ressentais plus d'affection sincère que dans toute l'année précédente. Je ne pouvais retenir mes larmes. Merci, était tout ce que je pouvais dire, ma voix étouffée. Merci de m'avoir sauvé. Ah. Elle s'asseyait au bord du lit, tenant mes mains,
comme si elles étaient quelque chose de précieux. J'ai fait ce que tout chrétien ferait. Odette, je ne pouvais pas laisser cette situation continuer. Peu à peu, entre larmes et pauses pour reprendre contenance, Madame Louise me racontait tout. Comment elle avait remarqué ma disparition graduelle de la vie du quartier. Comment. Au début, elle croyait les excuses de Julien, que je devenais sénile, et préférait rester cloîtrée. Mais ensuite, j'ai vu vos rosiers mourir. Et ça ne collait pas, expliquait-elle. Vous preniez toujours soin de ces plantes, comme si elles étaient vos enfants. Ça n'avait pas de sens de les laisser mourir. Même si vous étiez malade, elle commençait alors à observer la maison plus attentivement. Elle remarquait que les rideaux de ma vieille chambre étaient toujours ouverts, le lit fait, comme si personne n'y dormait. Elle voyait Julien et Nathalie sortir pour des fêtes, organiser des barbecues dans la cour. Une vie normale, mais jamais me voyait avec eux. Une fois, j'ai apporté un gâteau pour vous, continuait Madame Louise. Nathalie l'a pris, m'a remercié, a dit que vous dormiez. Mais j'ai vu une ombre bouger dans cette petite chambre du fond, où il gardait les vieux objets. J'ai trouvé ça très étrange. La suspicion grandissait. Les plantes mortes, la musique forte les week-ends, les rires pendant les fêtes, et jamais un signe de la maîtresse de maison. Quand j'ai arrêté de voir même l'ombre dans la petite chambre, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Taza, elle disait, serrant mes mains dans les siennes. J'ai pensé, soit Odette est morte, et il le cache, soit quelque chose de très grave se passe là, dedans. C'est alors qu'elle décidait d'agir, avec cette excuse d'emprunter du sucre. Quand Julien la renvoyait grossièrement à la porte sans même la laisser entrer, sa certitude augmentait. Elle faisait le tour de la maison, essayant de regarder par les fenêtres. C'est là qu'elle entendait mon faible appel à l'aide. J'ai reconnu votre voix tout de suite. Même si faible, je courais chez moi, et j'appelais ma fille, qui travaille dans les services sociaux. C'est elle qui a tout mobilisé, les services de protection des adultes, l'équipe contre les abus sur les aînés, la police. Je découvrais alors que le sauvetage avait été beaucoup plus planifié que je ne l'imaginais. Dans ce moment de confusion, ce n'était pas juste une visite surprise, c'était une opération coordonnée, basée sur une plainte formelle de maltraitance envers une personne âgée. Madame Louise et sa fille avaient documenté tout, les dates où ils ne me voyaient pas, les fêtes où j'étais notablement absente, les changements dans la maison, les bruits étranges la nuit, mon appel à l'aide par la fenêtre. Votre voix vous a sauvé, disait Madame Louise, souriant à travers les larmes. Si vous n'aviez pas demandé de l'aide à ce moment, peut-être n'avait-elle pas besoin de compléter la phrase. Nous savions toutes les deux ce qui se serait passé. Au lieu d'être là, dans ce lit d'hôpital, recevant des soins, je serais dans une maison de retraite clandestine, droguée, abandonnée, attendant la mort comme une libération. Edmond Fils, demandai-je enfin. La question que je craignais tant de poser. Le visage de Madame Louise se fermait un peu. Il est en prison. Odette, Loï et sa femme, les preuves sont trop accablantes pour qu'il puisse nier. Je fermais les yeux, essayant d'absorber cette information. Mon fil, en prison, pour avoir tenté de m'abandonner, pour m'avoir maltraité, pour m'avoir presque tué lentement. Une partie de moi ressentait une douleur profonde. Après tout, il était mon fils. Sang de mon sang. Une autre partie ressentait un soulagement coupable. Il ne pouvait plus me faire de mal. Et petit Pierre, demandai-je, me souvenant de mon petit-fils, qui avait été empoisonné par la même cruauté de ses parents. Il est avec la sœur de Nathalie pour l'instant. Ils disent qu'ils évalueront s'il peut rester avec elle de manière permanente, ou s'il devra aller chez un autre parent. Un autre coup. Mon petit-fils, grandissant sans ses parents, marqué à jamais par cette terrible histoire. Une autre victime de l'avidité, de la cruauté, de l'inhumanité, qui avait pris le contrôle de la famille, que j'aimais autrefois tant. Dans les jours qui suivaient la visite de Madame Louise, d'autres personnes commençaient à apparaître, des travailleurs sociaux, des procureurs, des officiers de justice, tout voulant entendre mon histoire, prendre mon témoignage, comprendre comment tout cela avait pu se produire sous les yeux du quartier, de la société, des autorités. Je racontais tout, n'omettant rien, les poussées, les insultes, la nourriture avariée, les médicaments refusés, les nuits enfermées dans une chambre sale. Chaque mot semblait arracher un morceau de mon âme. Que je devais parler, pas seulement pour obtenir justice pour moi, mais pour que d'autres personnes âgées ne traversent pas le même enfer.
C'était lors d'un de ces entretiens que je recevais la nouvelle, qui allait à nouveau changer le cours de ma vie. Madame Moreau, disait la procureure, une femme d'âge moyen aux yeux doux derrière des lunettes à monture colorée. Nous avons contacté vos autres enfants. Wanya. Mon cœur s'accélérait. René, Marie, combien de temps, depuis que je ne les avais pas vus, que je ne leur avais pas parlé, depuis avant que toute cette tragédie ne commence, Julien disait toujours qu'ils avaient appelé, quand je dormais, ou qu'ils étaient trop occupés pour me parler. Encore des mensonges, bien sûr. Ils arrivent à Dax, continuait la procureure. Ils étaient désespérés, pensant que vous ne vouliez plus de contact avec eux. Julien disait que vous étiez fâché, que vous ne vouliez pas répondre à leurs appels, que vous aviez demandé à être laissé en paix. Encore des larmes, qui semblaient ne jamais s'arrêter. Combien de dommages cet homme avait causé, combien de relations il avait détruites avec ses mensonges. 2 jours plus tard, la porte de la chambre s'ouvrait, et ils étaient là. René, mon aîné, maintenant avec des cheveux gris aux tempes, le visage marqué par des lignes d'inquiétude, et Marie, ma sœur la fille, qui avait hérité des yeux de son père. Maintenant, rouge d'avoir tant pleuré. Maman, s'exclamait-il, presque à l'unisson, courant pour m'enlacer. L'étreinte faisait mal à mes os fragiles, mon dos encore marqué par les escarres. Mais c'était une douleur bienvenue. C'était l'étreinte d'un amour véritable, d'une affection sincère, de la famille, que je pensais avoir perdue. Entre larmes et sanglots, ils me racontaient leur version de l'histoire, comment Julien avait progressivement coupé le contact, disant que j'avais une démence, que j'étais confuse, que parfois je ne reconnaissais même plus mes propres enfants, comment il inventait des histoires, que je ne voulais plus les voir, que j'avais dit des choses horribles à leur sujet. Nous avions même pensé à venir par surprise, disait René, tenant ma main, mais il disait que cela aggraverait votre état, que le médecin avait recommandé d'éviter les émotions fortes. Nous l'avons cru, maman, que Dieu nous pardonne, mais nous l'avons cru, nous n'avons su la vérité, que lorsque la police nous a contactés, complétait Marie, essuyant ses larmes, c'était comme un cauchemar. Nous ne pouvions pas croire ce que nous entendions. Comment Julien pouvait-il faire cela? Comment n'avions-nous pas remarqué ce qui se passait? Allez, il n'y avait pas de réponse facile. Comment expliquer la transformation d'un fils aimé en monstre, capable d'une telle cruauté? Où avais-je échoué dans son éducation? Qu'aurais-je pu faire différemment? Avec la présence réconfortante de mes autres enfants, ma récupération s'accélérait. La volonté de vivre, qui avait presque disparu pendant cette année de torture, revenait avec force. J'avais encore tant à faire, à dire, à vivre. Une semaine plus tard, j'étais autorisé à quitter l'hôpital. La grande question était, où irais-je? La maison, où j'avais vécu pendant des décennies, construite avec tant d'amour aux côtés d'Henri, était maintenant sous scellée par le tribunal. Elle faisait partie des preuves du crime, tout en étant légalement au nom de Julien à cause des documents que j'avais signés sous pression. Viens à Bordeaux avec moi, maman, proposait René. J'ai beaucoup d'espace, et ma femme serait ravie de t'avoir près de nous. Ou à Toulouse, suggérait Marie. L'appartement est petit, mais nous arrangerons un coin confortable pour toi. C'étaient des offres généreuses, venant du cœur, mais l'idée de quitter Dax, ma ville natale pour toute ma vie, m'effrayait presque autant que j'avais traversé, à 80 ans, avec une santé fragile, et un esprit encore plus fragile. Je ne me sentais pas capable de recommencer dans un endroit complètement nouveau. C'est alors qu'est Madame Louise, qui était devenue une présence constante pendant mon hospitalisation, faisait une proposition inattendue. Odette, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi un moment? J'ai une chambre libre depuis le décès de mon Antoine. C'est simple, mais propre, et confortable. C'est près de l'église, de la place, de tout ce que tu connais. Je regardais cette femme, qui avait été ma voisine pendant des décennies, mais jamais vraiment une amie proche. Nous avions été cordiales l'une envers l'autre, échangions occasionnellement des recettes, parlions du temps, et des enfants. Rien qui indiquerait un tel niveau de générosité. Je ne veux pas être un fardeau, Louise, répondais-je, sincèrement touché par l'offre. Tu as déjà fait tant pour moi. Aucun fardeau. Tu serais une bonne compagnie pour cette vieille dame vivant seule, répondait-elle, avec ce large sourire qui illuminait son visage. D'ailleurs, c'est juste jusqu'à ce que la situation de ta maison soit résolue, les avocats travaillent pour annuler ce transfert frauduleux.
N'est-ce pas? C'était vrai. Le bureau du procureur s'engageait à prouver que le transfert de la maison au nom de Julien avait été fait sous contrainte, avec des documents partiellement falsifiés. Il y avait une bonne chance que je récupère éventuellement ma propriété. Mais le processus juridique serait long. Après avoir parlé avec René et Marie, qui promettaient de contribuer financièrement, pour que je ne sois pas un fardeau pour Madame Louise. Y accepteis l'offre. Le lendemain de ma sortie, j'étais emmené, non pas dans la maison que je connaissais, mais dans la maison voisine, où j'avais si souvent pris un café sur la véranda, échangé des boutures de plantes, discuté des émissions de télévision. La chambre, que Madame Louise avait préparée pour moi, était petite, mais ensoleillée. Un lit avec un matelas ferme, des draps sentant l'adoucissant, des rideaux fleuris, un petit vase avec des roses fraîches sur la table de chevet. Tout simple, mais propre, accueillant, préparé avec un soin sincère. J'espère que tu te sentiras chez toi, Odette, disait-elle, m'aidant à ranger les quelques vêtements que mes enfants avaient réussi à acheter en hâte, puisque toutes mes affaires étaient dans la maison sous scellé. Je m'y sens déjà, répondais-je, tenant sa main avec gratitude, plus chez moi que je ne l'ai senti l'année dernière. Les premiers jours chez Madame Louise étaient des jours d'adaptation. Mon corps était encore faible, ayant besoin d'aide pour des tâches simples comme se laver ou s'habiller. Mais quelle différence cela faisait de recevoir cette aide de main douce, qui demandait la permission avant de toucher, qui respectait mon intimité, qui ne montrait jamais d'impatience. Madame Louise se révélait être une hôtesse exceptionnelle, et une amie encore meilleure. Patiente, quand je me réveillais en pleine nuit, en criant à cause de cauchemars, compréhensive, quand j'avais des crises de larmes apparemment sans raison. Ferme, quand je refusais de manger par peur irrationnelle, que la nourriture soit empoisonnée, une séquelle du traumatisme que j'avais vécu. Le corps guérit plus vite que l'âme, disait-elle, avec la sagesse simple de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Mais tout passe, Odette, même la douleur la plus profonde. Yenosa, peu à peu, j'apprenais à refaire confiance, à vivre sans peur constante, à accepter l'affection sans m'attendre à ce qu'elle se transforme en violence. C'était un processus lent, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs, mais chaque petit progrès était célébré comme une grande victoire. La première fois que je parvenais à prendre une douche seule, même si cela prenait 2 fois plus de temps que la normale, la première promenade jusqu'à l'épicerie du coin avec Madame Louise, m'appuyant sur son bras, sentant la brise sur mon visage, la première fois que je riais sans peur, partageant une tasse de thé avec elle sur la véranda, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Ces moments, aussi petits soient-ils, étaient comme des points de suture sur un tissu déchiré, raccommodant lentement les morceaux de mon cœur, de mon esprit, de ma volonté de vivre. La bataille juridique pour ma maison continuait. Un processus lent et sinueux, mais avec le soutien de René et de Marie, je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Ils engageaient une nouvelle avocate, une femme déterminée nommée Madame Claire Martin, 45 ans, spécialisée dans les cas de maltraitance envers les aînés. Elle était implacable, fouillant chaque document, chaque relevé bancaire, chaque preuve, qui montrait comment Julien et Nathalie m'avaient manipulé, utilisé l'argent de ma pension, et contracté des prêts à mon nom sans mon consentement. Madame Moreau, disait-elle lors de notre première rencontre, sa voix ferme mais bienveillante, ce qui vous est arrivé n'était pas seulement mal, c'était illégal, et nous allons nous assurer que vous récupériez votre maison, ou à tout le moins, la justice. Sa détermination me donnait de l'espoir, pas seulement pour la maison, mais pour l'idée que le monde pouvait encore contenir des gens qui se souciaient, qui se battaient pour ceux qui avaient été réduits au silence. Le tribunal rendait un jugement en ma faveur. Le transfert de la maison au nom de Julien était officiellement annulé, déclaré frauduleux en raison de la contrainte et de la tromperie impliquée. Le juge, un homme sévère mais juste, me regardait en rendant le verdict. Madame Moreau, personne ne devrait endurer ce que vous avez traversé. Ce tribunal reconnaît votre force et votre droit à votre maison. René et Marie étaient là, tenant mes mains, les larmes aux yeux, alors que nous écoutions les mots qui me rendaient un morceau de ma dignité. Mais en me tenant dans cette salle d'audience,
je réalisais quelque chose de profond. La maison, aussi importante qu'elle avait été pour moi, et Henry, n'était plus mon foyer, pas de la manière dont elle l'était autrefois. Elle contenait trop de fantômes, trop de souvenirs de douleur et de trahison. Je prenais la décision de la vendre, de lâcher prise sur le passé, et de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui était vraiment à moi. Avec l'argent de la vente, j'achetais une petite maison de plain pied à quelques rues de chez Madame Louise. Une maison confortable sans escalier pour me faire trébucher. Une cour ensoleillée, où je pouvais à nouveau m'occuper de mes roses. Et une véranda, où je pouvais m'asseoir avec mon café, mon crochet, et mes pensées. C'était modeste, plus petit que la maison que j'avais partagée avec Henri. Mais c'était à moi, libre des ombres, qui m'avait hanté, et ménager était comme une renaissance. À 80 ans, je recommençais, plantant de nouvelles racines, littéralement, et figurativement, mes roses, que j'avais toujours aimées, fleurissaient plus brillamment que jamais cet été, là, comme si elles aussi, fêtaient ma liberté. J'ai commencé à partager mon histoire lors de réunions communautaires, d'abord, timidement, puis avec plus d'assurance, racontant non seulement ceux qui m'étaient arrivés, mais aussi les signes de maltraitance envers les aînés. Comment les reconnaître, comment les signaler, ou trouver de l'aide. À la demande de Madame Louise, j'ai rejoint un groupe local de soutien aux aînés, où je rencontrais d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires, des histoires de négligence, d'amépris, de violence dans leur propre famille. Ensemble, nous formions un réseau, une communauté, qui donnait une voix à ceux qui se sentaient invisibles. Votre histoire m'a donné le courage de parler, me disait une femme, dont le fils avait vidé son compte bancaire. Grâce à vous, j'ai appelé les services sociaux, et maintenant je suis en sécurité. Chaque témoignage était une étincelle, éclairant le but que j'avais trouvé dans ma douleur. René et Marie restaient proches, me rendant visite souvent, m'aidant avec les petites tâches, quand ma santé vacillait. René, avec son esprit de comptable, mettait en place un petit fonds, avec l'argent restant de la vente de la maison, sachant que je ne serai plus jamais dépendante de quiconque pour mes médicaments, mes courses, mes petits conforts. Marie m'apprenait à mieux utiliser mon téléphone, à organiser mes rendez-vous, à rester connectée avec le monde. Tu es une inspiration, maman, plaisantait-elle, mais je voyais la fierté dans ses yeux, la fierté que j'avais survécu, que j'avais transformé ma douleur en quelque chose de significatif. Petit Pierre, mon petit-fils, était une blessure plus difficile à guérir. Il restait avec la sœur de Nathalie à Bayonne, et pendant un moment, je n'avais pas de ses nouvelles. La culpabilité pesait lourd, me demandant si j'aurais pu faire plus pour le protéger de la cruauté de ses parents, si un jour il me verrait comme la grand-mère qu'il aimait, et non le fardeau qu'on lui avait appris à mépriser. Mais un jour, au début de 2025, je recevais une lettre, écrite à la main, tremblante, de Petit Pierre, maintenant 15 ans. Mamie, écrivait-il, je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour comment je t'ai traité. Je ne comprenais pas, je faisais juste ce que maman et papa me disaient. J'ai entendu ton histoire, et j'ai pleuré. Tu es si forte. Je veux être comme toi un jour. Puis-je venir te voir? Cette lettre brisait mon cœur, et le réparait à la fois. Avec la permission de Satan, il venait à Dax ce printemps-là. Nous nous asseyions sur ma nouvelle véranda, mangeant du pain de maïs, que j'avais préparé avec la recette de ma mère. Et il écoutait, vraiment écoutait, alors que je lui racontais des histoires de son grand-père, de la Dax, où j'avais grandi, de l'amour, qui m'avait porté à travers tout. Je veux te rendre fière, mamie, disait-il, sa voix se brisant, et je l'enlaçais fort. Louis Dissant, qu'il le faisait déjà, maintenant. À 80 ans, je suis assise ici sur ma véranda, mes roses en fleurs, ma machine à coudre fredonnant avec de petits projets, mon téléphone à portée de main, prêt à organiser ma prochaine réunion communautaire. Les cauchemars n'ont pas complètement disparu. Parfois je me réveille en sursaut, entendant la clé tourner dans la serrure de cette chambre du fond, sentant l'haleine en colère de Julien sur mon visage. Mais ces moments sont moins fréquents maintenant. Éclipsé par la lumière de ma nouvelle vie, j'ai appris que la guérison n'est pas d'effacer la douleur, c'est de construire quelque chose de plus fort autour d'elle. Une vie qui porte les cicatrices, mais ne les laisse pas vous définir. Ma feuille, qui m'a porté à travers ces jours sombres,
est plus forte que jamais. Pas une foi qui exige la perfection, mais une foi qui croit aux secondes chances, à la puissance de l'amour, à la possibilité de l'aube après la nuit la plus longue. Je me suis connecté avec des organisations à travers la Nouvelle-Aquitaine, et même au-delà, des groupes qui défendent les droits des aînés, qui fournissent des ressources pour ceux qui sont piégés dans des situations comme la mienne. Je parle dans des centres communautaires, quand ma santé le permet, partageant mon histoire, enseignant aux autres comment repérer les signes de maltraitance, comment écouter les aînés dans leur vie, comment être une Madame Louise pour quelqu'un qui en a besoin. Mes récits ont atteint des milliers de personnes. Chaque témoignage partagé me rappelle pourquoi je continue, pourquoi je parle, même quand les souvenirs font mal. À ceux qui lisent, si vous êtes une personne âgée, vous sentant comme un fardeau, sachez que vous ne l'êtes pas. Votre vie, vos histoires, votre présence elle compte. Vous méritez le respect, l'amour, une place à la table. Si vous êtes un membre de la famille, un voisin, un ami, soyez attentifs. Cherchez les signes, une porte verrouillée, un jardin négligé, une voix qui s'est tue. Cela pourrait être des appels à l'aide, et si vous êtes quelqu'un qui a souffert, qui a été blessé par ceux en qui vous aviez confiance, sachez qu'il y a une issue. Il y a des hands qui écouteront, qui se battront pour vous. Il suffit de tenir bon, de murmurer pour demander de l'aide, même à travers une fente dans une fenêtre. Merci, mes scares, d'avoir écouté mon histoire, d'avoir parcouru ce chemin difficile avec moi. Si cela vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous venez, peut-être combien d'enfants ou de petits-enfants vous avez, ou ceux qui vous donnent de la force. Vos mots signifient tout pour une vieille dame comme moi. Ils me rappellent que nous sommes ensemble dans ceci, que nous pouvons nous soutenir mutuellement. La vieillesse devrait être un temps de récolte, de partage de la sagesse, d'amour donné. Estrecho, pas un temps de peur, ou d'abandon. Assurons-nous que personne d'autre n'ait à vivre enfermé dans une chambre du fond, oublié par ceux qui devraient les aimer le plus. Une étreinte chaleureuse de cette grand-mère de 80 ans, qui a appris à la dure, que la vie peut nous abattre, mais tant que nous respirons, il y a toujours une chance de se relever, de fleurir comme une rose dans un nouveau jardin. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse tous.